Ça devient de plus en plus difficile pour les Africains de vivre. Le problème de l'Afrique depuis les indépendances, ça reste un problème de gouvernance. En Afrique, les gens n'ont aucune idée de ce que souhaitent, de ce que rêvent leurs dirigeants. La vision un peu naïve que le problème de l'Afrique, c'était lié à la France-Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, l'Afrique est l'épicentre mondial du terrorisme. C'est ça l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une poignée de personnes qui pillent le continent. Il n'y a pas de vrais projets qui sont mis en place pour changer les choses. On ne sent pas cette envie. On a l'impression que ça arrange tout le monde. Bonjour Serge-Éric Meignet. Bonjour. L'Afrique serait-elle la catastrophe du XXIe siècle ? Si rien ne change, je crains que oui. C'est en tout cas ce que j'ai perçu de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, que ce soit des rapports, même des publications des pays eux-mêmes, et puis aussi l'expérience localement, c'est-à-dire que j'ai visité plusieurs pays, autour de 28. Je n'ai pas rencontré la raison de tout l'optimisme qui s'est déployé dans le monde depuis quelques années maintenant. Et en dépit de tout ce qu'on peut raconter, les défis sont énormes et ils sont d'autant plus importants que l'Afrique ne s'est pas préparée à les affronter et que d'autres, entre-temps, sont arrivés. Donc, globalement, oui, c'est une situation très compliquée. Et c'est de cette situation dont on va parler, c'est celle que vous présentez dans votre livre qui a le titre « L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle ?» À la base, je me suis dit c'est un défi énorme de parler de tout ça en 1h30, mais comme vous avez réussi à le faire en 140 pages, peut-être vous avez l'air d'avoir l'esprit de synthèse. Ok, parfait, ça me va. Donc on va essayer de faire le tour. D'abord, je vous propose de faire un diagnostic des principaux problèmes qu'on rencontre à travers la majeure partie du continent africain. Si on essayait là de prendre ceux qui vous viennent, lesquels vous viennent en premier en tête. Il y en a plusieurs. En premier, moi, ce que je vois déjà, c'est la démographie. La démographie en soi n'est pas un problème. On voit de l'autre côté du monde, effectivement, dans les pays plus avancés, le débat tourne autour du fait que les gens ne font pas assez d'enfants. Et c'est un problème parce qu'il y a les moyens pour pouvoir absorber comme ça des personnes plus nombreuses. En Afrique, c'est différent. Il manque de structures pour les accueillir, il manque des écoles, des hôpitaux. Les populations restent encore majoritairement pauvres, il n'y a pas assez de revenus, etc. pour subvenir à leurs besoins. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Derrière, ça génère aussi des phénomènes de délinquance, des enfants de rue, etc. Et tout ce qui existe comme risque lié à l'insécurité. Il y a le djihadisme qui prospère énormément parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile de recruter au milieu de ce réservoir de candidats. Donc, je vois ça en premier vraiment comme le vrai problème de l'Afrique. Je ne reviendrai pas sur les conflits ethniques, les guerres, etc. Et derrière aussi, plus il y a de la population, plus le besoin en aliments, en produits vivriers est important. Et l'Afrique aussi rencontre un problème de ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle importe encore majoritairement ce qu'elle consomme. Ce qui paraît quand même incroyable avec tous les espaces fertiles dont elle dispose. Donc il y a ce problème-là que je vois moi en premier. Le deuxième problème qui me paraît très important, il est occulté, c'est le thème de mon premier essai, c'est celui du changement climatique. Le changement climatique a ce site particulier qui s'attaque vraiment aux principales ressources de l'Afrique, qui sont principalement basés sur l'agriculture, qui en même temps permet aux Africains de se nourrir quand c'est pas importé, et leur offre aussi des emplois, parce que encore plus de 70% de la population africaine tire ses revenus
de l'agriculture. Donc ça, c'est un problème dans ce sens. Et puis l'habitat est menacé, c'est-à-dire que les bâtiments ne respectent pas certaines normes, donc il suffit qu'il y ait une tempête qui frappe. Il y a pas mal de logements qui sont dévastés, les gens se retrouvent sans rien, il y a très peu de routes, après une pluie, une inondation, parfois des routes disparaissent, etc. Donc l'Afrique est hyper fragile par rapport à ces phénomènes et elle n'est pas préparée. On constate effectivement que pour la même intensité, certains phénomènes qui sont produits ailleurs n'ont pas provoqué les mêmes causes parce que les habitats sont plus résistants, les populations sont avisées, il y a des systèmes d'alerte, on annonce à travers la météo plusieurs jours avant qu'il y a une tempête qui va se produire, les gens ont le temps de se préparer, les pouvoirs publics ont le temps d'organiser ça également. Et il y a tout un système assurantiel derrière qui fait que, à travers son assurance personnelle, déjà on bénéficie de protection si on a perdu des biens qui ont été détruits au cours de ces catastrophes. Et puis derrière, l'État aussi qui vient en second renfort. Donc les choses ne sont pas les mêmes quand on compare d'une région à une autre. Et ça, c'est une autre faiblesse de l'Afrique, c'est-à-dire que quand il y a ce genre de phénomène, les populations se retrouvent démunies et mettent plusieurs années à se reconstruire. Là, par exemple, il y a eu le Covid qui est arrivé. L'Afrique reste encore piégée dans les conséquences du Covid, alors que la plupart des pays ont déjà tourné le dos. Pourquoi ? Parce que derrière, financièrement, ils peuvent pas subvenir, ils peuvent pas répondre à ce genre de situation. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'accès au capital. Il faut financer effectivement toutes ces infrastructures qui manquent, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le changement climatique. Et là, effectivement, l'Afrique reçoit très peu de financement, en fait, de l'extérieur, parce que c'est là où il y a principalement de l'argent. Et c'est un vrai problème, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de se protéger, de s'adapter face au changement climatique, sans construire des infrastructures, sans éduquer les populations, sans avoir des systèmes d'irrigation qui permettent d'arroser les sols pendant les sécheresses, qui permettent de transporter les aliments à travers la route et avoir des moyens de transport aussi. Donc ça, c'est un autre point assez important, c'est-à-dire que l'accès au capital qui, derrière aussi, permet la création le financement des entreprises. Si l'Afrique reste pauvre aussi, ce qu'il n'y a pas... l'industrialisation reste très embryonnaire ou parfois inexistante dans certains endroits. Il faut financer ces entreprises, donc qu'elles puissent pouvoir embaucher des gens et que ces gens derrière puissent tirer un revenu pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc ça, c'est les trois principaux points comme ça que je vois tout de suite, moi, comme étant critiques pour l'Afrique. Derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a tous ces problèmes liés à l'éducation. En fait, c'est soit des points, soit des accélérateurs de tous les problèmes, soit le point bloquant qui empêche le progrès. Vous avez dit que vous avez voyagé dans 28 pays en Afrique ? En Afrique, c'est ça, oui, 28. C'était de quand à quand, ça ? Ça remonte j'ai commencé il y a très tôt, il y a très longtemps. Depuis la fin des années 90, déjà en partie avec mes parents, mon père en particulier, mais ça s'est accéléré après les années 2000. Ok. Jusqu'à présent. La dernière expérience que j'ai eue en Afrique, j'y ai vécu. C'était à Zanzibar, en Tanzanie, pendant quelques temps. Avant ça, c'était des voyages que j'ai faits au cours, effectivement, de ma vie antérieure. Et j'ai visité beaucoup plus de pays aussi dans le cadre du travail. C'est-à-dire que quand je vivais à Zanzibar, j'avais des missions qui m'amenaient à me déplacer dans les pays environnants, principalement en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Ouais. Et vous avez vu, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces voyages ? Déjà, revoir ce que j'avais vu plusieurs années avant, c'est-à-dire que le décor n'avait pas vraiment changé. Et la pauvreté était la même, les bidonvilles étaient beaucoup plus grands,
Il y avait de plus en plus de personnes des villes rurales qui venaient dans les grandes villes. Effectivement, il y a une classe sociale nouvelle qui a émergé, on va dire, et qui tient à montrer qu'elle va mieux. Donc, on voit ci et là quelques nouvelles maisons, de belles voitures, mais globalement, rien n'a vraiment changé. C'est-à-dire que quand on est exigeant, on ne constatera pas, ce n'est pas un boom. C'est beaucoup plus loin du portrait enjolivé qu'on fait dans les médias de l'Afrique. Donc, c'est ça. Dans certains endroits aussi, ce qui a changé, c'est que l'armée ou la police, quand on en trouve, parce que ça c'est pas répandu partout en Afrique, ils sont beaucoup plus nerveux, et ça, c'est du fait effectivement de l'essor du djihadisme, où beaucoup de pays doivent faire face à des phénomènes nouveaux qu'ils ne connaissaient pas avant. Et ils sont beaucoup plus méfiants. Derrière, il y a toujours les mêmes phénomènes de corruption quand on prend la route, etc. Et vous avez partagé un moment de votre vie l'afro-optimisme. Et c'est un mouvement que vous dateriez de quand J'ai baigné de manière très assumée dans l'afro-optimisme entre 2017 et 2020. Ok. Même 2021. C'était autour de vous ou vous partagiez l'enthousiasme? C'était autour de moi. Pourquoi? Parce que j'ai été un peu comme certaines personnes, c'est-à-dire que je me suis laissé influencer par tout le discours qui a été propagé dans les médias de l'Afrique qui arrive, qui est en train d'émerger, etc. Comme beaucoup de gens aussi, je voyais certaines images qui se répandaient dans sur les réseaux sociaux. Où effectivement, on avait le sentiment que des choses changeaient. En réalité, c'est les mêmes images qu'on se repartage plusieurs fois et on a l'impression d'un changement. C'est pas massif. Donc là, oui, j'ai été afro-optimiste. C'est d'ailleurs pour ces raisons aussi que je me suis installé à Zanzibar, parce que je voulais effectivement vivre ce qui s'est produit avec la Chine en Afrique. Je suis parti avec beaucoup de motivation. Et l'avantage que j'ai par rapport à d'autres personnes, c'est que je reste très étroitement lié à la réalité. C'est-à-dire que moi, les faits comptent réellement, et je me suis aperçu tout de suite que non. C'est pas du tout ça. Les problèmes sont encore les mêmes. La situation s'est même dégradée à certains endroits. Ça devient de plus en plus difficile pour les Africains de vivre, quelle que soit leur localisation sur le continent. Et à côté de ça, certains articles, certains rapports mettent en avant les difficultés que rencontre l'Afrique. Mais on les lit pas, ou on les occulte. On n'y tient pas compte. Mais la vérité, elle est là quelque part. Et c'est comme ça que moi, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et il y en a. Il y en a un paquet même dans votre livre. Malheureusement, ça m'a attristé beaucoup. Enfin, c'était une lecture triste. Ouais, c'est l'effet que j'ai aussi, hein, et moi je pense à tous ces jeunes, et je serais un jeune Africain lisant ça, je serais déprimé, et je pense souvent à ça, je me dis, qu'est-ce que je pourrais dire à ces jeunes qui se disent, c'est difficile. Mais d'un autre côté, je pense qu'un bon diagnostic, c'est toujours le début d'une guérison possible. Et que mieux vaut le poser le plus tôt possible que faire l'autruche. En fait, le premier truc qui saute aux yeux dans votre livre, c'est la faiblesse de la croissance économique en Afrique. C'est-à-dire qu'on attendait tous un boom équivalent au boom asiatique.
C'est ça. Et quand vous rapportez la croissance économique à la croissance de la population, on se rend compte qu'entre 2015 et 2025, c'est combien la croissance du PIB par habitant? Par habitant, ça tourne autour de 1%. Par habitant, sur les pays, 5%, et là encore, c'est biaisé. Donc ça reste très faible. On s'attend d'un pays en voie de développement d'avoir des taux de croissance très élevés parce qu'il part de très bas. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il y a énormément d'argent qui doit être investi. On ne peut pas développer un pays ou un continent avec des taux de croissance aussi faibles en réalité. Et là, on a des points d'appui. C'est-à-dire que maintenant, on a des exemples sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir juger. C'est-à-dire que quand on observe les mouvements les plus récents qui ont eu lieu en Asie du Sud-Est principalement, les taux de croissance étaient très élevés. C'est-à-dire que ce n'était pas des 5% par an, c'était 10, 15, parfois 20. Je prends l'exemple de Shenzhen, par exemple, qui en Chine, malgré le taux moyen du pays qui tournait autour de 16% par an, à Shenzhen, c'est autour de 25%. Parce que c'est là où il y avait la plupart des industries qui étaient créées principalement exportatrices, comme toute l'économie chinoise d'ailleurs. Mais effectivement, les taux de croissance en Afrique restent très faibles. Non seulement ils sont très faibles, mais en plus ils sont biaisés. Parce que la croissance en Afrique est portée par quelques pays. Il y en a 7 ou 8 en réalité, sur 54. Lesquels, ceux qui vous viennent, pas forcément les 7, mais... Le Nigeria, l'Angola, l'Égypte, l'Algérie aussi, qui réalise des bons taux de croissance. L'Afrique du Sud, actuellement un peu moins. Après, on va citer le Niger. Oui, c'est assez surprenant, voilà. Le Mali, la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, qu'est-ce qui produit la croissance en Afrique? Et c'est ça qu'on doit regarder. La croissance en Afrique, c'est la valeur des matières premières qui sont exportées. Donc c'est la demande dans le reste du monde. C'est la demande en matières premières, celle qui sort. Donc, elle n'est pas transformée. Donc, il y a pas d'industrie localement qui crée des emplois, qui verse des salaires, etc. C'est vraiment de l'extraction pure. Et la croissance africaine, puisqu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas des biens et services qui sont produits en masse pour pouvoir juger dessus, on s'appuie effectivement sur ces chiffres-là. Et ces chiffres-là, en réalité, ne disent rien du niveau de vie des populations et du niveau de développement, en fait, des pays africains. Là, par exemple, j'ai vu que vous étiez un peu surpris que j'évoque le Niger. Oui, le Niger, pendant plusieurs années, a eu des taux de croissance de 7%. Mais ça reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Personne n'a rêvé de vivre un jour dans un pays comme le Niger. Parce que tout simplement, on va constater que à certaines années, il a produit plus de ressources, ou les ressources qu'il a produites ont été beaucoup plus valorisées à une certaine période, et effectivement, son taux de croissance est revu à la hausse, tout simplement. On a constaté que et là, on va peut-être aborder ce point. Les périodes où effectivement les taux de croissance en Afrique ont été très forts coïncident avec les périodes où les taux de croissance en Chine étaient très élevés. Et pourquoi? Tout simplement parce que la Chine, ayant acheté énormément de matières premières en Afrique, la Banque mondiale et le CNED, ont constaté qu'il y avait une corrélation entre les deux. Donc, un taux de croissance de 6% en Chine produisait 0,1% de croissance en Afrique, tout simplement parce qu'elle était consommatrice de matières premières. Ouais. Donc, non seulement c'est une croissance qui est dépendante des besoins dans le reste du monde, et en plus qui ne crée pas vraiment de richesse dans les populations, puisqu'elle est... j'imagine, très vite capté à la base, parce que c'est pas des industries très demandantes en main-d'œuvre, l'extraction, la pure extraction. Très peu demandantes en main-d'œuvre quand elles sont légales. Et
majorité des salariés sont souvent des salariés étrangers par rapport aux compétences, ce qui peut se comprendre. Les régions où la main-d'œuvre est beaucoup plus importante, c'est dans les mines où effectivement, les mines qu'on considère comme étant illégales. Parce que là, il y a le travail des enfants, et l'on fait travailler des enfants en masse. Ouais. Ça fait beaucoup plus de bras, ils sont payés. Ça reste pas terrible. Voilà, ça reste pas terrible. Ouais. Et si vous deviez citer une raison qui explique la divergence de trajectoire entre les pays pauvres d'Asie du Sud-Est, ancienne colonie, et les pays africains. La volonté et l'organisation. J'aime beaucoup Daron Acemoglu, qui a reçu le prix Nobel il n'y a pas longtemps. Lui fait la différence. Pour lui, la différence se fait au niveau des institutions. Et je crois que c'est fondamental. C'est-à-dire que la manière dont les sociétés s'organisent répondent ensuite aux résultats qu'elles obtiennent. Ouais, c'est aussi une conviction. C'est une conviction qui explique pourquoi Pensée Séchette existe. C'est-à-dire que on a, à mon avis, on est très dépendant de notre gouvernance. Et dans une démocratie, la qualité de notre gouvernance dépend de la qualité de nos exigences en tant que citoyen. Et donc, c'est pour amener là, en l'occurrence, les Français à réfléchir aux problèmes qui se posent à la France et à se politiser au maximum. Comment est-ce qu'on explique qu'en Asie, les choix des gouvernants aient été plus efficace? Comment est-ce que cette gouvernance, en fait, comment est-ce que ça s'est mis en place en Asie? Il y a déjà une différence, c'est-à-dire que les gouvernements d'Asie partagent quelque chose avec les gouvernements africains, c'est l'autoritarisme. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'entre les deux, en Asie, il y a un vrai projet derrière. Il y a un objectif. Il y a des projets pertinents. En Afrique, les gouvernements autoritaires ont tendance à avoir la main dure pour l'intérêt d'un clan, d'un groupe, et sans vision. Ça, c'est la grosse différence. L'autre point important, c'est que les Asiatiques sont réputés pour être beaucoup plus disciplinés, mais ça encore, on revient sur des sujets de gouvernance, c'est-à-dire que la manière dont tu imposes ce qui doit être fait, qui doit être compris. Donc ça a forcément contribué. Moi, je me souviens d'un livre que j'avais lu qui parlait effectivement de la période où le Japon, après la guerre, a amorcé son décollage. Il y a une commission parlementaire américaine qui s'est rendue 1 an après la guerre au Japon pour voir effectivement comment évoluaient les politiques qu'ils avaient essayé de mettre en place avec les autorités japonaises. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont très peu attardés en fait sur la manière dont les financements étaient gérés. C'était plus la manière dont les salariés se comportaient, parce qu'ils ne comprenaient pas que les gens qui avaient créé des kamikazes pouvaient être aussi disciplinés. Ouais. Et les ingénieurs qui étaient avant dans l'armement se sont retrouvés après la guerre à travailler dans des entreprises. Donc, l'organisation de la société, moi je trouve que c'est important, et du coup je fais le lien à la gouvernance. C'est ça qui conditionne vraiment la réussite, et c'est ça qui n'a pas marché en Afrique. Le problème de l'Afrique depuis les indépendances, ça reste un problème de gouvernance. C'est exactement ce que je voulais vous entendre dire, parce que c'est le fil directeur de votre livre, et je trouve ça c'est frappant quand on vous lit. Il y a néanmoins des pays en Afrique qui semblent avoir résolu ces problèmes de gouvernance. Résolu, on va dire oui, très timidement. Il y a des pays qui font mieux que d'autres.
au niveau de la gouvernance. Je pense au Botswana, qui s'en sort pas très mal. Le Botswana a ceci de particulier qu'au moment des indépendances, il était très pauvre. Moi, quand j'ai visité le Botswana, je ne sais pas si cette plaque existe encore. Il a comme voisin le Zimbabwe. Quand on vient du Zimbabwe en voiture, par la route, pour se rendre au Botswana, il y a une plaque où il y a marqué que de l'autre côté, il n'y a rien. Et elle remonte à très longtemps, parce que c'était très pauvre. Et on avait mis cette plaque pour que les touristes, s'ils se perdent ou ils ont voulu d'aller plus loin, parce que de l'autre côté du Zimbabwe, il y a des réserves naturelles, c'est une zone qui attire pas mal de touristes. C'était pour prévenir les touristes que n'allez pas plus loin, parce que certes, vous espérez trouver des animaux sauvages, mais après, il n'y a rien. C'était très pauvre. Mais malgré tout, au moment des indépendances, le président, à ce moment-là, Kama, il a rencontré les chefs de village pour leur dire, voilà, nous on souhaite faire avancer ce pays. Nous connaissons l'influence que vous avez auprès des populations. Ce n'est pas votre espace. C'est-à-dire que c'est à nous de gérer ce pays et nous vous laisserons tranquille tant que vous n'empiétez pas sur notre territoire. De l'autre côté, il a parlé à sa population en disant on a besoin de démocratie, on a besoin d'adopter les codes occidentaux, que ce soit en économie, dans l'éducation. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce pays, à ce moment-là, était entouré de suprémacistes blancs. Tout autour, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, etc. Mais malgré tout, il n'était pas dans un esprit de rejet, d'opposition, parce que il copiait, entre guillemets, les gens qui, en réalité, n'avaient pas une sympathie particulière pour les Africains. Moi, j'ai trouvé ça très courageux. Très intelligent. Le pays a cru assez vite. Il y a des écoles, des routes, ceux qui n'avaient pas du tout. Ils avaient 33 kilomètres de route, il y avait 2 écoles, etc. Et en quelques années, ils ont pu acquérir des biens modernes, des bâtiments solides, de haut revenu. C'est l'un des pays en Afrique qui a parmi les 5 premiers avec les revenus les plus élevés par habitant. Le Botswana. Le Botswana. Et ça continue. Et ça continue. Ah oui, parce que les bases sont là maintenant. Donc Oui, après, ils exploitent beaucoup le diamant. Leur vraie faiblesse, c'est qu'ils ne se sont pas diversifiés. Ils dépendent encore énormément du diamant, vraiment la ressource du pays. Ça, c'est un exemple, le Botswana en termes de gouvernance. Après le Botswana, il y a le Rwanda. Lui aussi qui sort d'une situation catastrophique, le génocide en 94, etc., où effectivement il y a Kagame qui arrive et qui met son pays sur la bonne voie, avec là aussi une main assez dure, il faut le reconnaître, mais derrière, on voit tout de suite les changements. C'est-à-dire que le pays est stable, il n'y a pas de démocratie, certes. Mais à côté de ça, il y a des institutions publiques qui fonctionnent. L'administration est très rapide. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois quand j'accompagnais des entreprises la période où je faisais encore des levées de fonds. Les écoles sont plutôt bien équipées en matériel. D'ailleurs, ils accueillent énormément d'étudiants étrangers maintenant. Les investisseurs aussi, parce qu'ils trouvent un cadre favorable. C'est devenu une destination attractive aussi pour le business des conférences. Le pays est très propre, même dans les villages. Ça, c'est assez impressionnant de se balader comme ça en Afrique et de voir toutes les rues propres, des poubelles parfois vides. Il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Il n'y a pas de problème de sécurité, d'insécurité. C'est assez impressionnant. La croissance n'est pas encore au stade où on peut prétendre qu'il pourra sortir tous les Rwandais de la pauvreté, mais là, par contre, on voit un vrai changement. Ouais. Ils ont c'est des ressources naturelles, beaucoup? Pas vraiment, non? Pas vraiment, non. Très peu. Très peu. Le Rwanda encore, et c'est ça qui demeure problématique, c'est-à-dire qu'ils ont développé le tourisme, qui leur apporte énormément d'argent, un peu moins de la moitié de leurs revenus, et hélas,
le reste de leurs revenus est encore basé sur l'aide internationale, parfois favorisé aussi par l'histoire que le pays a connue. J'avais entendu un élément qui n'est pas dans votre livre, mais le rôle des femmes est important dans au Rwanda. Le rôle des femmes est important. Je pense que c'est plus une envie de rentrer dans la modernité que les raisons que certains ont tendance à évoquer, parce que pour certains, il y aurait moins d'hommes du fait que beaucoup sont morts pendant le génocide, etc. Moi, je crois pas du tout à j'ai été plusieurs fois au Rwanda. Je vous invite à y aller, parce que c'est très bien. Non. Il y a autant d'hommes que de femmes. Ouais. En réalité, ça reste justement dans cette vision de moderniser la société et donner de plus en plus de rôles importants à des femmes. C'est plus dans ce sens qu'il y a autant de femmes, et il y en a beaucoup plus. Bien plus que beaucoup de pays développés d'ailleurs. Et il y a un dernier, j'en sais rien, mais il y a un autre pays tout petit dont vous parlez comme un exemple, je crois, en matière de gouvernance, le Somaliland. Le Somaliland, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'avais écrit une tribune là-dessus dans le journal Les Échos. C'est l'un des papiers, c'est l'une de mes tribunes qui a été les plus lues. Parce que j'avais fait connaître déjà un pays que très peu de gens connaissaient, en fait. Et c'était intéressant parce que c'est un pays qui est arrivé à s'en sortir sans dépendre de l'aide internationale. En Afrique, c'est une vraie exception. Le Somaliland, c'est quoi? C'est un pays qui a fait sécession avec le Somalie. En fait, c'est une tribu. La plupart des chefs en Somalie sont issus des tribus. Donc, c'est une tribu qui a décidé de se séparer de la Somalie pour en faire un État. Donc, jusqu'à présent, c'est pas un pays reconnu. Donc là, les Américains, avec la nouvelle administration, pourraient le faire contre, effectivement, un soutien de ce pays à la politique américaine dans la région. Le Somaliland, c'est un pays qui a des voisins qui sont tous en guerre, où la violence est permanente, où tout le monde est assez pauvre. Le Somaliland aussi l'est toujours. Il a la particularité que du fait qu'il ne soit pas reconnu internationalement, il ne peut pas emprunter de l'argent à l'étranger. Et malgré tout, il arrive à survivre. C'est-à-dire qu'il a un système démocratique qui fonctionne, comparé à ses voisins. Le pays est sûr, les revenus progressent, les investisseurs arrivent, principalement des Émirats, et beaucoup d'investisseurs aussi européens. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de se dire, voilà, beaucoup de pays en Afrique sont toujours dépendants de l'Inde et il n'y a pas de changement. Et je vois à côté ce petit pays qui se portent mieux que certains pays qui sont sous perfusion depuis 60 ans et qui ne connaissent pas les problèmes qu'ont ses voisins, qui sont pour moi très importants. C'est-à-dire que la sécurité reste pour moi le poids le plus difficile à supporter pour un pays. C'est-à-dire quand les gens ne se sentent pas en sécurité, on peut rien faire. Et finalement, j'ai l'impression que une gouvernance, ça permet une bonne gouvernance, une gouvernance légale, un état de droit. Ça permet une certaine stabilité qui permet ensuite au capital de pouvoir prévoir une certaine rentabilité et donc de décider d'investir. Si vous étiez en Afrique, quels seraient les leviers que vous actionnerez en premier pour encourager les investissements étrangers? Parce que comme on a un problème de croissance et que on aura besoin ou alors peut-être que ce serait, comment est-ce que vous feriez revenir à la croissance en Afrique? Déjà, je pense que il y a déjà un message à faire passer au départ. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, la première chose, c'est que les gens sachent où on veut aller. Je pense que ça, c'est important. En Afrique, les gens n'ont aucune idée de ce que souhaitent, de ce que rêvent leurs dirigeants. Ça paraît surprenant, mais c'est une réalité. Donc, il y a déjà un message à faire passer. Qu'est-ce qu'on veut?
En Chine, Deng Xiaoping avait été clair, hein, je vous promets des emplois, la croissance, je vais vous faire sortir de la pauvreté. Il faut lire les autorités chinoises, asiatiques en général, ils ont des choses. Moi, parfois, pour me motiver, à certains moments, j'ai tendance à les lire. Même l'hymne chinois, c'est très motivant. Parfois, même le matin. Ok. Il faut le faire, ça. Okay. Et donc, oui. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, il y a déjà un message. Pour l'Afrique, la première chose à faire, c'est un recensement de la population. Ok. Ça me paraît important. Plus de la moitié de la population en Afrique n'a pas de carte d'identité, n'a pas d'acte de naissance. C'est-à-dire qu'il y a ce que moi j'appelle les Africains fantômes. C'est-à-dire c'est des gens qui naissent, qui vivent, qui décèdent, mais sans aucune trace. C'est-à-dire que les interactions sociales ne sont pas formalisées, on ne sait rien d'eux, ils ne savent rien d'eux eux-mêmes non plus, parce qu'ils n'ont pas de nom. C'est-à-dire qu'on les rencontre plusieurs fois dans la journée en fonction de qui ils rencontrent. Ils ont un nom différent. C'est celui qui vient en tête en premier qu'ils vont présenter comme étant le leur, etc. Ça, c'est pas gérable. Donc, il faut faire un recensement de la population. C'est d'autant plus efficace qu'aujourd'hui, grâce au numérique, et que quasiment tout le monde en Afrique a au moins un téléphone portable. C'est assez facile de faire. On peut utiliser ce levier pour pouvoir recenser tout le monde. Le deuxième avantage, c'est que ça permet aux politiques locales, effectivement, d'établir sur cette base des priorités. C'est-à-dire que où est-ce que les gens sont le plus basés, quelles sont leurs activités, est-ce qu'elles ont de revenus, etc. Pour les investisseurs, parce qu'on parlait de comment faire revenir l'investissement en Afrique, c'est très important. La première ressource d'un investisseur, j'ai fait des levées de fonds pendant quelques temps quand je vivais en Afrique. La première ressource des investisseurs, c'est la donnée. Combien de personnes vivent à tel endroit? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Comment elles se comportent? Quels sont leurs niveaux de revenus? Quelles sont leurs activités? Ça, c'est important. Et là, ce sera intéressant parce que les investisseurs, ils pourront se projeter sur cette base. Et ça, c'est hyper important. Donc, plutôt que de parler tout de suite des prêts, etc., ça, c'est pour moi un levier assez puissant, justement, pour créer la confiance et attirer l'investissement. Ensuite, derrière, il y a les réglementations, c'est-à-dire créer un cadre juridique lisible, qui ne change pas chaque semaine et qui est respecté. Là, derrière, on revient encore sur les institutions. Il faut que ce soit appliqué, il faut qu'il y ait une administration qui fonctionne, il faut qu'il y ait des sanctions quand il y a des faits de corruption, des lenteurs administratives, etc. Ça, c'est des favoritismes, tout ce genre de choses. Ça, ça me paraît essentiel pour attirer l'investissement en Afrique. Ça, c'est vraiment la première chose. Après, derrière, il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place. Le développement des infrastructures, parce qu'il faut des routes. Les investissements ne se feront pas dans des zones enclavées. Donc, il y a tout ce... Mais ça viendrait après. Ça viendra après. C'est naturellement, en fait. Oui. Si on arrive à rétablir un état de droit... Déjà. Non, parce qu'en fait, c'est déjà le recensement. C'est faire de ces êtres humains des sujets de droit. Parce que de donner une existence à des gens une existence légale. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert ce fait-là en lisant votre livre. Et d'un coup, on se rend compte que moi, je me vis totalement comme un sujet de droit. Ouais. Ça fait totalement partie oui, non, mais complètement. D'ailleurs que j'ai des droits. Ça ne me quitte jamais. Comme je suis né, j'ai appris ça tout de suite. Et ça doit être très... du coup, le rapport à l'État, pour quelqu'un qui n'a pas d'existence légale, est très abstrait, pour le moins. C'est ça. Donc c'est vrai que si d'un coup on nous donne un nom, des papiers, une carte d'identité, c'est beaucoup plus, on s'inscrit à mon avis beaucoup plus rapidement dans un collectif, dans une structure collective. Complètement. Pour nous, ça nous paraît maintenant évident lorsqu'on est un acte de naissance, une carte d'identité, mais pour la majorité des Africains, ce n'est pas le cas. Ouais.
Et d'ailleurs, dans un des pays où c'est le moins le cas, c'est aussi un des pays où il y a une certaine prospérité économique, je crois, le Nigeria, non? Au Nigeria, le Nigeria est intéressant parce que c'est présenté, c'est là encore effectivement toute l'illusion de l'afro-optimisme parce que le Nigeria est très peuplé. C'est plus de 110 millions d'habitants. Le Nigeria n'a pas fait de recensement depuis 20 ans de sa population. Donc on gère au jour le jour la population sur la base des projections. Il n'y a pas de recensement. Le taux de pauvreté également est l'un des plus importants au monde, parce qu'en réalité, il y a une petite élite à Lagos qui se partage la rente pétrolière. Et du fait de la surpopulation, il y a aussi ce phénomène de djihadisme dans le nord du pays, où même les autorités n'y vont pas parce que c'est très dangereux. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe, il y a des attentats tous les jours, des enlèvements, etc. C'est très compliqué et ça rejoint le débat tout à l'heure par rapport à la surpopulation. Ouais, et en fait, et ensuite, donc, le recensement, ça a l'air un levier actionnable avec un peu de volonté politique. En revanche, le rétablissement de l'état de droit... C'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un problème... C'est beaucoup plus compliqué. Le crime est devenu très puissant en Afrique. Il s'est infiltré un peu partout pour des raisons évidentes. En Afrique, il n'y a pas de police... elle est très peu équipée, les militaires, pareil, on a très peu. Les services publics sont quasiment inexistants. En Afrique, on peut passer une journée sans rencontrer un policier ou un militaire dans certaines régions. Donc, c'est facile pour le crime de s'implanter dans ces régions-là. J'ai été, c'était en 2003. J'étais encore adhérent dans une association qui s'appelle Survie. C'était une association, j'étais jeune, donc c'était une association qui luttait contre la France-Afrique. Moi aussi, ça m'intéressait de participer à ça. J'étais encore aussi dans la vision un peu naïve que le problème de l'Afrique, c'était lié à la France-Afrique. C'est-à-dire que je voyais ça comme étant une influence française et j'ignorais la responsabilité des pays africains, pour moi, qui est en réalité prépondérante. Donc j'ai assisté une fois, c'était un samedi, c'était à la rue du Chemin Vert, au passage du Chemin Vert, c'est dans le 11e, je me souviens. Et il y avait un intervenant qui m'a demandé, et qui a posé la même question à d'autres personnes, ce qu'ils pensaient du 11 septembre par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce que ça nous inspirait? Et ma réponse était de dire je suis assez surpris que l'Afrique ait jusqu'à présent échappé à tout ce phénomène de terrorisme, parce que pour moi, ça me paraissait le terrain le plus fertile pour ce type de délinquance. Et là, il y a un chercheur qui a pris la parole pour me dire « Monsieur, vous dites n'importe quoi, je suis chercheur, je sais pas trop où, etc. » Moi, je disais ça, pourquoi? Parce que ce que je savais de l'Afrique, c'était un autre phénomène qu'on appelle les coupeurs de route. Les coupeurs de route en Afrique, c'est des bandits qui dépouillent. Il y a aussi ce phénomène à certains endroits en Amérique latine. Et les coupeurs de route avaient une particularité, c'est qu'ils jouissaient d'une totale impunité. Pourquoi? Parce qu'il y avait la corruption, parce qu'ils étaient liés par rapport à leur ethnie aux autorités locales, parce que derrière, il n'y avait pas assez de policiers pour s'occuper d'eux, etc. Et en observant ce qui se passait ailleurs dans le monde, le phénomène de l'Afghanistan, etc., je me disais, mais comment se fait-il que l'Afrique ait encore été, à ce stade, épargnée par ce phénomène? En réalité, c'est une question de temps. Et moi, donc, j'avais répondu à la question qui m'était posée en disant, moi, je crois que c'est ce qui va arriver et ça risque d'être très rapide. C'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, l'Afrique est l'épicentre mondial du terrorisme. Et
Pourquoi ? Tout simplement parce que l'organisation de la société, il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de contrôle de la population, contrôle au bon sens du terme, pas au sens dictatorial, etc. Et que veulent de plus les djihadistes dans ce phénomène ? Et ils sont devenus tellement puissants que pour rétablir aujourd'hui l'ordre, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait énormément de ressources financières parce qu'il faut trouver des emplois à des gens, des logements, des routes. Les routes, par exemple, ont été un des phénomènes qui ont amplifié aussi le djihadisme, parce que l'assise des djihadistes, parce que les populations ne pouvaient pas fuir. Parce que la qualité des routes fait que même si on décide de partir, les distances paraissent beaucoup plus longues parce que l'État fait qu'on avance moins vite, ce genre de choses. Les emplois qui sont dans les grandes villes sont très peu nombreux, donc ça n'offre pas des opportunités aux gens qui se disent, voilà, ici, je me sens pas en sécurité, j'ai besoin d'aller ailleurs. Donc il y a le contexte local est totalement favorable à l'essor du djihadisme. C'est pas une surprise que ce soit le cas aujourd'hui. C'est pas une surprise, mais ça reste un problème auquel il faut trouver une solution. Ouais. Comment ? C'est-à-dire que trouver des ressources pour permettre aux gens de fuir par la route ou de créer suffisamment d'écoles pour absorber toute cette jeunesse, ça prend beaucoup de temps. En attendant, si là vous vous retrouviez à la tête d'un pays aux prises avec le djihadisme, aidez-moi, un pays aux prises avec le djihadisme, le Mali, non ? Mali, comment est-ce que Nigeria. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ces pays pour sortir de cette... Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on lit votre livre, ce qu'on comprend, c'est que c'est un problème de gouvernance à l'origine qui fait que des problèmes émergent et puis se renforcent les uns les autres jusqu'à être devant un nœud inextricable de problèmes dramatiques. Ouais. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est regarder où est-ce qu'il faut tirer. Parce que dans un nœud, il y a toujours un endroit où il faut commencer à tirer, où ça passe. Et du coup, le rétablissement de l'état de droit, est-ce que ça passe en premier lieu par combattre et éliminer les groupes terroristes ? Ce serait la première chose que vous feriez pour rétablir l'état de droit ? Pour établir l'état de droit, il faudra faire les deux en même temps. Et peut-être moins les combattre militairement que développer le pays. Okay. Parce que la ressource des djihadistes, c'est quoi ? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ouais. La jeunesse n'a aucune opportunité. Elle voit à travers ces bandits la possibilité de donner un sens à leur vie. Donc il faut créer des emplois, il faut créer des logements, il faut donner une perspective à ces gens pour qu'ils n'aient pas à faire le choix de se tourner vers les djihadistes. Ça, c'est la première chose. Attaquer tout de suite les djihadistes militairement ne règle pas le problème. Déjà, ils sont surarmés. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fera des autres qui attendent ? Parce qu'entre-temps, ils continuent à recruter. Là, par exemple, là, c'était avant-hier, il y avait un papier sur les djihadistes qui ont lancé au Nigeria des recrutements sur TikTok, par exemple. Et ça marche très bien. Et ils promettent des salaires, parce qu'ils vivent énormément de kidnapping aussi, de vol, contrebande, etc. Donc, on ne résoudra pas ce problème tout de suite avec la force, parce que les autres derrière, ils ont un discours beaucoup plus attractif pour la population. Ils ont quelque chose à donner à ces jeunes qui recrutent. Donc, c'est forcément par là qu'il faut commencer. Mais bien sûr, parallèlement, il faut lutter déjà sur les ressources financières de ces gens, c'est-à-dire que les assécher financièrement, c'est s'attaquer à tous ces phénomènes de contrebande. Et puis derrière, ils font un soutien militaire international. Ça va être compliqué parce que de moins en moins de pays sont enclins à aller se battre en Afrique. Et surtout quand on voit comment ça s'est terminé avec la France, ça devient beaucoup trop compliqué pour beaucoup de gens. Donc il faut trouver une solution où les pays africains se mettent ensemble, même ceux qui ne sont pas encore pour l'instant, parce que leur nombre ne cesse de s'accroître, concernés par le terrorisme, en se disant... Il y a cette gangrène qui ne cesse de s'agrandir. Comment peut-on
tous ensemble mettre une armée commune et désigner un nombre de pays vers lesquels on décide effectivement d'affronter militairement ces gens. C'est un moyen qui me paraît utile pour mettre un terme à ce phénomène. Mais d'abord, il faut penser la manière dont on répond aux besoins des populations. Et alors, parce que je me rends compte qu'on a sauté une étape. Parce que ça, c'est ce qu'on ferait. Enfin, ce que vous feriez, ce que vous proposeriez si vous gouverniez. Le problème étant qu'il faut des pays de bonne volonté. C'est-à-dire que vous avez dit la première étape, c'était le message. On a cité les pays, on va dire, où la gouvernance pourrait servir d'exemple à d'autres pays africains. Est-ce qu'il y a les autres pays africains qui vous semblent au moins dont les gouvernants vous semblent au moins ou les institutions de bonne foi ou pouvant servir de bonne base? Il y en a quand même certains, parce que c'est sur eux qu'il faut compter. Je veux dire, pour développer le continent, on peut pas dire il faudrait faire ça, sachant que ça impliquerait de compter sur un dictateur qui ne fera pas ça. C'est évident. Donc, sur qui est-ce qu'on peut compter? Quelles seraient les locomotives du continent? Déjà, je commençais un peu par la fin. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à penser des solutions en incluant les gens que je considère comme étant les responsables du problème. Ouais. Je sais que c'est très compliqué, mais l'idée de savoir comment purger l'Afrique de tous ces dictateurs pour qu'elle puisse avancer me paraît très importante. Ça, c'est la première chose. Maintenant, concernant l'attelage anti-djihadiste envisageable, il y a beaucoup de pays qui seraient candidats, déjà parce qu'ils font la démonstration d'une certaine volonté dans ce sens. Je pense au Maroc, par exemple, qui fait très attention à ce genre de... Le Maghreb en général, hein, aussi parce qu'ils ont connu le terrorisme, ils sont beaucoup mieux organisés pour le vaincre. En Afrique centrale, le Cameroun le fait timidement, il s'en préoccupe pas réellement, donc c'est pas un pays vers lequel je pourrais me dire qu'il y a quelque chose à faire. En réalité, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le discours sur ce sujet en particulier, on l'entend pas beaucoup. Y compris dans les pays qui subissent le terrorisme. C'est-à-dire que le Kenya fait régulièrement face, un peu moins ces temps-ci, à des attaques terroristes. Le Togo a pris une habitude, comme le Bénin maintenant, à faire face à des attaques terroristes. Mais dans les discours, ça ne résonne pas. C'est-à-dire qu'on va en parler parce que ça fait partie de l'actualité au moment où ça se produit, mais après ça disparaît. Donc à cette question, non. C'est-à-dire que je ne vois pas comme ça spontanément des pays qui seraient... le Rwanda, par exemple, clairement oui, parce que tout va bien au Rwanda. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, jusqu'au fin fond des villages, il n'y a pas de problème. Et la présence policière est là. C'est aussi à mettre au crédit du président. C'est-à-dire qu'il a rétabli la sécurité et des phénomènes comme ça ne peuvent pas apparaître parce qu'il y a la police partout. C'est un état policier presque. Hein. Quand vous irez, vous verrez, à peine vous levez la tête, vous voyez un policier. C'est la première chose qu'on voit au Rwanda quand on lève la tête, c'est un policier. Et même quand ils sont pas visibles, ils sont en civil. Donc ça, c'est la première chose. Dans le modèle du Rwanda, c'est peut-être quelque chose qu'on peut appliquer à l'échelle du continent, c'est-à-dire que la présence policière et militaire soit beaucoup plus présente, beaucoup plus visible, plus étendue, qu'il y ait vraiment un vrai maillage tout autour du continent pour pouvoir affronter ces phénomènes. Mais au Cameroun, je reprends cet exemple parce que c'est assez intéressant. Il y a dans l'extrême nord
des attaques terroristes, la seule réponse que les autorités ont trouvée, c'est de dire aux touristes de ne pas y aller et aux populations de partir. Et on revient toujours à la même chose, c'est la gouvernance. Beaucoup de pays baissent les bras, aussi parce qu'ils sont démunis, ils n'ont pas de moyens, et ça remonte à très longtemps. Il faut savoir que les dictateurs africains, ils ont investi, mais vraiment très peu, dans l'armée et la police, surtout dans l'armée. Pourquoi ? Parce que pour se protéger des coups d'État, ils avaient peur d'une armée bien entraînée et suréquipée. Donc pour eux, la solution idéale pour se maintenir au pouvoir et ne pas avoir, parce que l'Afrique et les coups d'État aussi, c'est une histoire qui dure, ils avaient décidé effectivement de désinvestir ce côté parce que c'était l'assurance qui aurait moins de risques de leur propre armée de renverser les États en place. Mais c'est toujours ce cercle vicieux qui semble avoir commencé tout de suite après les décolonisations et qui... C'est le coup d'envoi, c'est pour ça que je prends ça vraiment, c'est une vraie base. C'est-à-dire on ne peut pas juger l'Afrique, on ne peut pas analyser l'Afrique aujourd'hui en occultant la période des indépendances. Déjà parce que la période des indépendances, et là je m'expose à un sujet épineux, la période des indépendances, et je vais éviter certains mots, parce qu'il faut faire attention maintenant à ce qu'on dit, la période des indépendances a quand même, sur certains aspects, montré que certains problèmes soit n'existaient pas, ou étaient moins importants. Donc je le dis comme ça pour ne pas me faire attaquer par qui que ce soit et ne pas choquer telle ou telle personne. Donc c'est ça, c'est une vraie base. C'est-à-dire que c'est des pays, la population était très peu nombreuse, au niveau de la sécurité, ce n'était pas désastreux, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Au niveau des revenus, ce n'était pas la Suisse, mais les gens s'en sortaient plus ou moins bien, etc. Donc tout part un peu de là. Et le changement s'est opéré, et c'est là aussi j'ai adoré René Dumont, c'est-à-dire qu'il situe aussi, lui, le changement à ce moment-là, c'est-à-dire que quand il parle des dirigeants africains qui ont remplacé les colons, mais qui font pareil ou pire, c'est vraiment à ce moment-là que les choses ont divergé. Pire dans le sens où les colons, ils avaient la ressource financière pour, par exemple, l'ordre. Je veux dire, pour maintenir l'ordre, ils avaient des ressources financières, alors que d'un coup, quand on laisse le chaos prospérer, le chaos se fait pas prier, en fait. Il s'installe très, très vite. Et c'est inextricable. J'essaye de trouver comment est-ce qu'on s'y prendrait, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a... je vois pas une région où on a laissé les choses pourrir autant à ce point. Et plus ça dure, plus ça devient compliqué. C'est ça le problème. Les problèmes se rajoutent. Bah c'est ça, parce que on les a pas tous dit, mais il y a 30% d'analphabètes, plus que ça. Plus que ça. Du coup, c'est des gens qu'on ne peut pas employer, qui peuvent pas lire une notice, qui auront du mal à se former, qui développent certaines maladies beaucoup plus par ignorance que la dangerosité de leur environnement. Qui sont très influençables. Voilà, qu'on peut exploiter, etc. Qu'on achète au moment des dites élections avec une canette de coca, qui n'ont pas l'esprit critique. Termisent du coup, à minimum. Oui, c'est ça. Que n'ont pas le réflexe d'envoyer leurs enfants à l'école. Ouais. Mais pour beaucoup de dirigeants africains, c'est parfait. que demander de plus? Leur égoïsme est quand même... c'est frappant. Je veux dire... on se demande quand même, je veux dire, avoir des millions dans un compte en banque en Suisse ou 18 maisons pendant que son peuple est en train de mourir, c'est quand même un truc... Des hôtels particuliers à Paris, etc. Venir se faire soigner, mais le reste de la population n'a pas d'hôpital, etc. Mais c'est une réalité, c'est le problème, c'est ça l'Afrique en fait. C'est
difficile comme ça quand on parle à froid, et je vous remercie de cette occasion, mais c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une poignée de personnes qui pillent le continent, qui profitent de ses richesses et qui n'ont même pas l'élégance de se dire que chez eux, sur place, il y a peut-être quelque chose de faire quelque chose. Oui, c'est ça, ils ont l'air enfin, pas tous, mais beaucoup. Mais beaucoup de pas faire même le minimum, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est... Et du coup, évidemment, que tout pourrit à toute vitesse. Mais c'est pour ça. C'est-à-dire que nous sommes en 2025, parce que je connais un peu aussi du monde et que je vois aussi ce qui se passe. Depuis le début de l'année, j'ai déjà vu plusieurs ou entendu parler de plusieurs chefs d'État qui sont venus à Paris pour se faire soigner, des ministres, même ministre de la Santé. Il y en a un actuellement qui fait parler de lui, ministre de la Santé. Oui, c'est ça, c'est l'Afrique. Il n'y a pas une véritable organisation, parfois à petit feu. Il n'y a pas une envie de renverser la table, il n'y a pas de vrais projets qui sont mis en place pour changer les choses. On ne sent pas cette envie. On a l'impression que ça arrange tout le monde. Et est-ce que les peuples peut-être... Est-ce que dans ces pays-là, il y a une conscience nationale? Est-ce qu'il y a des pays où les gens partagent la conscience de former un peuple et donc peuvent s'approprier à un moment le cours de leur destin? Dans certains pays, et là je reviendrai encore sur les usual suspects que j'ai cités tout à l'heure, il y a le Botswana où ce sentiment est assez fort, parce que mieux les gens se portent, mieux ils se voient accompagnés, encadrés, plus ils ont cette capacité à se projeter, à élaborer des concepts compliqués. Au Rwanda, j'ai été très frappé de la façon dont les jeunes au Rwanda se considèrent, malgré le génocide qui a eu lieu. Ils sont assez optimistes. D'ailleurs, beaucoup de classements, des sondages qui sont souvent publiés sur l'humeur des Africains en Afrique montrent que celle des Rwandais est beaucoup plus positive que le reste. Donc il y a certains pays comme ça où les gens se sentent beaucoup plus en confiance qu'ailleurs. Au Maroc aussi, les gens sont plus optimistes, se sentent beaucoup mieux parce que les choses sont aussi un petit peu mieux qu'ailleurs. Donc il y a certaines régions comme ça en Afrique où, parce que localement les choses... Mais du coup, c'est des consciences nationales qui sont nées des succès ou des épreuves surmontées ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas des promesses en l'air, c'est pas l'afro-optimisme, l'Afrique, ça va être machin. Non, c'est qui préexistaient. Non. C'est vraiment... L'existence précède les gens réagissent beaucoup à ce qu'ils voient. Ça leur permet de se faire une idée, de se projeter. Effectivement, moi j'ai remarqué quand je vis à Zanzibar, les gens avec qui je discutais, beaucoup étaient conscients que ça va pas bien en Afrique. J'ai essayé parfois d'être provocant en leur disant mais non, ça va aller, dans la presse on dit ça, etc. Et les gens disaient non, nous on souffre, il faut dire la vérité, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, j'ai mes enfants qui ont tel problème, etc. Si on fait un vrai travail, ce que je reproche à beaucoup de journalistes, on démolit l'afro-optimisme en quelques minutes. Parce que si on pose la question aux gens qui sont concernés directement par ça, ils vous diront qu'ils ne voient rien. Moi, les chauffeurs de taxi en Afrique me disaient mais tout ce que vous dites là-bas chez les Blancs dans la presse, que l'Afrique bouge, que les choses changent, moi ça change pas, je souffre beaucoup plus qu'avant pour vivre, c'est beaucoup plus difficile, etc. Mais ce message ne passe pas ici, parce que tout le monde en réalité a intérêt à ce que ce discours se propage et qu'il se maintienne, que tout va bien en Afrique, pour des raisons assez évidentes. Pour quelles raisons ?
Par exemple, les entreprises, les grosses entreprises qui opèrent en Afrique. Oui. Elles ont intérêt à ce qu'on dise que tout va bien en Afrique. Ouais, parce que beaucoup d'entre elles sont quand même responsables aussi, partagent aussi la responsabilité de certains problèmes en Afrique. Le fait, comme elles sont principalement dans l'extraction. L'extraction oblige forcément une entreprise à être localisée. Donc, les petits avantages qu'une entreprise étrangère peut apporter vont être répartis aux gens qui habitent tout près. Donc, ça fait une rupture avec d'autres parties du territoire. C'est comme ça qu'on a des conflits. Et derrière, il y a des problèmes de sécurité, etc. Donc, on a toujours tendance à dire, une fois qu'on trouve du pétrole quelque part, c'est la guerre, etc. On accuse. Pour ces entreprises, c'est parfait. Il faut dire que tout va bien. Tout simplement. Pour les présidents, les chefs d'État africains, ça veut dire qu'ils travaillent bien. Tout va bien en Afrique. Pour les représentants des organisations internationales, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Mmh. Ceux qui ont conduit des projets en Afrique, ils auront des promotions. Parce que sur les slides, on va dire, regardez, il y a une progression, etc. Le reste du monde, par rapport à l'Afrique, qui n'a que donner une image assez dure de la vie, beaucoup de souffrance, etc. Il y a aussi une réaction humaine. C'est-à-dire les gens se disent il faut que ça change pour eux. Et les gens ne vont pas faire des enquêtes pour savoir si c'est vrai ou pas que l'Afrique change. Parce qu'ils veulent que l'Afrique change. Donc, quand on met tout ça ensemble, le changement de l'image de l'Afrique est évident. C'est-à-dire que la majorité de la population souhaite que ça change. Mmh. Elle veut y croire. Et c'est pour ça que la foi optimiste a pris. Parce que les gens veulent réellement, avec de très bonnes intentions, que ça change. J'étais totalement un afro-optimiste par désir de voir l'Afrique progresser. Ah oui, parce que quand on voit quelqu'un qui dort dans la rue, on ne lui souhaite pas de rester dans cette situation. On se dit, ce serait bien qu'un jour, ses conditions de vie s'améliorent. Quand on voit un malade, on se dit, ce serait bien qu'il retrouve la santé. C'est pareil. Et c'est ce qu'on fait pour l'Afrique. Et on ne peut pas blâmer un sentiment aussi bon. C'est bien intentionné. Et savamment entretenu par ceux qui en profitent. Et derrière, effectivement, c'est savamment entretenu par ceux qui en profitent. Et du coup, ce qui ressort de tout ça, c'est que les Africains sont très rares à pouvoir compter sur leurs États. On n'a pas eu le temps d'exactement dire pourquoi, mais ils peuvent pas vraiment compter sur l'aide internationale non plus. Finalement, ils peuvent compter que sur eux-mêmes. En réalité, les peuples africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes si pour améliorer les conditions de vie, il faudrait qu'ils prennent en main l'appareil étatique et qui règlent les problèmes de gouvernance, qui mettent en place des institutions transparentes, oui. Et qui fassent régner un état de droit. Et en fait, moi j'entends naïvement, il n'y a que la révolution qui permet de mettre à bas des dictatures. J'adore ces deux mots. Là encore, attention, ça ne veut pas dire que je supporte les révolutions forcément et les dictatures, mais c'est très intéressant. Beaucoup de chercheurs évoquent souvent le fait que l'Afrique, c'est quand même une région qui n'a vraiment pas connu ou pas du tout de révolution. Ouais. Et ils comparent ça avec d'autres destinations dans le monde où effectivement elles ont été à la base de quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Et ce qui est aussi intéressant avec les dictatures, je répète, parce qu'on m'a souvent posé la question plusieurs fois, que je déteste la dictature. Ce qui est intéressant, c'est que la méthode avec laquelle
la façon dont se sont comportés beaucoup de pays en Asie qui ont évolué aujourd'hui étaient de près ou de loin en réalité des dictatures. Ce qu'on a tendance à dire des dictatures éclairées, etc. Lesquels, rapidement? Singapour, par exemple, ça a été très dur. Et je trouve que c'était bien. On ne tuait pas des gens, voilà, on est dur, parce qu'il faut obéir, mais c'est pas forcément monstrueux. En Chine, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus extrême, malgré la diabolisation générale qui pèse sur C'est la pas Chine. les totalitaristes du XXe siècle, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, de ce côté, effectivement, il y a des pistes. Comment fait-on avec des millions de gens qui ne sont pas éduqués comment fait-on pour faire comprendre certaines choses qui sont nécessaires? Parce que derrière, oh non, c'est un très mauvais exemple. Parce qu'en réalité, il n'a rien fait. C'est-à-dire que lui, il terrorisait les gens juste pour son pouvoir personnel, il s'enrichissait énormément. Et là, pour revenir encore à l'autre différence, là, pour le coup, l'exemple de Kadhafi est très bon. Parce que c'est aussi là où je vois une différence avec les pays asiatiques. C'est-à-dire que ceux qui ont été à l'essor, à l'origine de la croissance, la modernisation de plusieurs pays asiatiques, en fait, n'ont pas connu d'enrichissement personnel. Et ça, c'est frappant. C'est-à-dire que, parce que derrière, ils visaient autre chose que le fait de tout ramener à soi. Même le culte de la personne, il l'avait pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il se mettait en avant parce qu'il faut qu'on voit un chef, parce qu'il faut qu'on sache qui décide de quoi. Et ça, c'est une vraie différence. C'est-à-dire que Kadhafi, non. C'est-à-dire que la population n'était pas très nombreuse, il bénéficiait d'énormément de ressources pétrolières, donc il avait une relative stabilité politique, personne ne pouvait lever le doigt, etc. Bien sûr, en termes de pauvreté, la situation n'était pas la même pour les Libyens que d'autres personnes, je sais pas, au Burkina Faso ou au Mali. Mais à côté de ça, non, il y a rien qui a spectaculairement changé sous le règne de Kadhafi. Ça ne veut pas dire que c'était bien qu'il termine dans ces conditions. Oui. Mais non, mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Mais qu'est-ce qui explique que ces dictatures asiatiques étaient éclairées? Est-ce que la conscience nationale, là-bas, existait avant les décolonisations? Je veux dire, c'était pas les frontières en Asie ont été découpées comme en Afrique? Ou tout à fait. La même chose. À la règle, oui. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est leur culture confucéenne qui d'un coup a permis à ces dirigeants d'être habités par l'intérêt de leur peuple et de leur pays? Non, je voudrais moins, parce que ça aussi c'est un argument qui est souvent utilisé par des afro-optimistes et les dirigeants africains pour se dédouaner de certaines choses en disant non, nous, notre culture est différente, etc. Non, je pense que il y a sans doute la culture locale qui compte, mais dire ça, c'est aussi reconnaître que derrière, il y a eu un travail de fait pour que ce soit cette culture-là qui soit là plutôt qu'une autre. Donc, on revient toujours à la responsabilité des autorités. Qu'est-ce qu'on donne à son peuple comme éducation, quel projet de société, quelle vision, etc. Oui, c'est vrai que quand ils prennent le pouvoir, le peuple n'est pas éduqué. Bah oui, c'est ça. L'Asie, au moment, à la sortie de l'indépendance, les Sud-Coréens connaissent aussi des taux d'analphabétisme importants. En Chine, pareil, la Chine rurale, c'était une catastrophe. Mais derrière, il y a des dirigeants qui montrent un cap.
qui disent ce qu'il faut faire pour s'en sortir et quels moyens vont être mis en place, quel sera le prix à payer et quels sont les risques pour ceux qui ne rentrent pas dans le rang. Voilà, c'est ça. C'est compris beaucoup plus facilement. Ça reste une question de volonté. Mais c'est une question de volonté. Mais du coup, on a des dictatures éclairées qui pourraient servir de modèle. Donc, c'est ça que vous dites. Il est possible d'organiser la prospérité dans un pays à travers les modèles de dictature éclairée qui ont permis à la prospérité d'arriver dans les pays asiatiques. Donc ça, c'est un modèle. L'autre modèle serait un modèle révolutionnaire de prise de pouvoir par un peuple. Est-ce que ça, pour vous, ça peut arriver? Ce serait souhaitable dans certains pays? Des révolutions populaires ouais. Pacifistes, Pacifiste, oui, bien sûr. Le rapport de force, c'est quand même... Oui, voilà, c'est ça. Mais ça pourrait arriver, et ce serait bien, parce que l'urgence de l'Afrique, c'est quand même que certains pays doivent pouvoir se débarrasser de ce qui les opprime. Mm-hmm. À la rigueur, ces gens les opprimaient, mais développer leur pays, on pourrait négocier avec notre conscience en se disant, bon, on fait la balance, qu'est-ce qu'on accepte? Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Comme les Chinois. Comme les Chinois. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Bah oui. Il paraît qu'ils ont changé de devise. Alors, il faut que je vérifie cette information, mais je crois que c'est vrai. Et je trouve ça très parlant dans ce qui s'est passé dans ce pays. Le fait de changer la devise et que cette devise ne parle pas de liberté, c'est prospérité et sécurité. C'est-à-dire que d'un coup, voilà ce qu'on vous promet, c'est la base du contrat social. C'est ça. Et ils l'ont. Et ils ne l'avaient pas avant. Et donc, ils signent, tout simplement. Moi, j'ai été en Chine 2 fois. La première fois que j'ai été, j'ai fait une très belle rencontre qui dure, parce qu'on est toujours en contact. C'était mon guide. Qui parle très bien français. Il s'appelle Yao. Moi, j'appelle Yahoo parce que à ce moment-là aussi, il y avait ce moteur de recherche qui. Et c'était très intéressant. C'est-à-dire, c'était une rencontre tonique, dynamique, parce que il était aussi très partageur. Il m'a amené dans sa famille. J'ai vu sa femme. Elle a eu un enfant après moi. Qu'est-ce qu'il me racontait? Déjà, il admet un truc qui paraît évident pour tout le monde, et effectivement, on oublie parfois de le rappeler. Il disait, nous avant, on était très pauvres, etc. Et il me dit, mais moi, j'ai vu ma vie changer. Ça a changé tellement vite que parfois, j'ai du mal à croire que ce que je vis est vrai. Et sur l'aspect politique, effectivement, le côté autoritaire, etc., il disait, mais moi, je vois pas en quoi ce qu'on nous demande de faire jusqu'à présent m'empêche de vivre la vie que j'ai envie de mener. Ouais. C'est-à-dire que le pouvoir en place nous permet d'avoir les éléments les plus essentiels dont nous avons besoin. Après, effectivement, il y a certains cas qu'on peut juger extrêmes, mais les gens comprennent que il a fallu passer par tel moyen. Puis ils ont un peu de liberté. C'est pas... Et ils ont un peu de liberté, parce que il y a une vraie désinformation autour de la Chine. Ouais. C'est complètement... Ça, c'est insupportable. Là, par contre, c'est l'affrontimisme, mais de l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire que de l'autre côté, on dresse un beau portrait pour un continent où il ne s'est rien passé. Et de l'autre côté, où il s'est passé des choses, malgré tout cela, qui ont été démontrées, parce que c'est quand même la Chine a réalisé des choses que l'histoire n'avait jamais vécues avant. C'est nos élites qui n'ont pas intérêt à ce qu'on comprenne. Et on continue
début, il y a c'est entre la méchanceté, le cynisme, la jalousie, on continue comme ça balancer des contre-vérités sur la Chine, parce que le problème moi j'étais en Chine 2 fois, je n'ai pas rencontré moi la dictature extrême, impitoyable dont on parle dans la presse. Et du coup, sur les révolutions? Sur les révolutions, il y a un truc intéressant. Che Guevara était en Afrique. Et il se battait du côté des Africains en RDC. Et pour lui, c'était l'expérience la plus humiliante. Parce que déjà, il a failli perdre sa vie. Et parce que sa présence, effectivement, n'a pas contribué à une certaine évolution ou une victoire militaire, etc. Mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est pour ça que je reviens sur cet exemple, parce qu'on parlait précédemment de la possibilité des révolutions et de la conscience collective d'une population. Pour lui, on va généraliser. Pour lui, les Africains n'étaient pas prêts pour les révolutions. C'est-à-dire que il dit que pendant qu'il combattait, les moindres petites avancées qu'il faisait, il estimait que les soldats avec qui il étaient convaincus qu'ils avaient déjà fait trop. Pourtant, la victoire était encore très loin, mais pour eux, la moindre petite étape justifiait qu'on arrête tout. Et pour lui, il estimait qu'il n'y a pas cette âme révolutionnaire. C'est-à-dire que, en réalité, les gens ne veulent pas se battre. Moi aussi, je déteste mourir. Effectivement, je comprends que peut-être certaines personnes aient peur de mourir et qu'elles se disent je m'arrête là. Mais pour lui, il n'y avait pas cette volonté de se battre pour un idéal. C'est ce qu'il a. Donc, c'est ça, en fait, le problème de l'Afrique. Il n'y a pas une volonté comme ça de se dire voici ce qu'on obtiendra si on se bat pour cette cause. Il y a un homme dont on n'a pas parlé, que je connais assez mal, mais dont le peu que je connais semble très inspirant, c'est Thomas Sankara, qui avait, qui portait un message, qui avait un message assez clair et qui a permis de fédérer un peuple autour de ce message. Oui. 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 Oui, parce que c'est devenu une icône. Quand on parle, il faut faire attention. Là. Aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à tout. Je me rends pas compte. Moi. Pour l'instant, j'ai jamais été dans les deux cyclones, mais parce qu'on est tout petit encore. Oui, non, mais il faut vraiment. Non, Thomas Sankara était intéressant. Effectivement, à ce moment-là, il avait compris la nécessité de ce concept. J'aime pas ce mot parce qu'aujourd'hui, c'est un fourre-tout du souverainisme. Et la manière dont les Africains eux-mêmes pouvaient contrôler leur destin, se projeter dans l'avenir et rompre aussi avec la domination occidentale, surtout des anciens colons. Donc de ce point de vue, c'était intéressant. Et économiquement, beaucoup moins. Il avait une vision un peu trop marxiste de l'économie qui tranche un peu trop avec moi ma vision de l'économie. Je pense que le capitalisme, il faut l'adopter. Franchement et sincèrement, c'est ce que les pays asiatiques ont fait. La Chine, par des voies dérobées, l'a adopté avec ses zones franches, les 4 zones franches parmi lesquelles on trouvait Shenzhen, etc. Et de ce point de vue, Thomas Sankara, pour moi, reste un homme majeur de cette époque. À travers lui, on comprend beaucoup de choses de l'histoire de l'Afrique, de la colonisation, de la décolonisation, la manière dont s'opèrent les rapports de force, les trahisons aussi, parce qu'il a été trahi et tué par les siens. Donc, à travers ça aussi, on voit mieux la difficulté qu'il y a effectivement d'effectuer des révolutions, de proposer un projet alternatif, de construire une équipe autour de soi sur laquelle on peut compter et en même temps de contenir les pays, les influences extérieures qui jouissent de certains privilèges qu'ils tiennent à garder. En l'occurrence, avec Thomas Sankara, c'était la France qui tenait encore à maintenir
ce pays dans son précaré. Donc, c'est un personnage intéressant, sa vie et tout ce qui s'est passé autour. Oui. Après, il faut aussi que l'Afrique tourne la page de Thomas Sankara. Je déplore que ce soit encore le modèle de la jeunesse d'aujourd'hui. Il a fait son temps. Il faut pouvoir avancer vers autre chose. Le monde a changé. Oui, mais si peut-être qu'il manque. Je veux dire, en France, on est encore à De Gaulle. Et bon, certains à gauche pensent Mitterrand, mais nous. Oui, mais entre-temps, il y a les fusées, il y a Internet, il y a beaucoup d'autres choses qui avancent. Qui sont américaines. Oui. Non, mais parce qu'en lisant... Derrière la recherche française, les écoles françaises, évidemment, mais ces écoles d'excellence. On a dans une moindre mesure, mais enfin largement moindre mesure, mais on est, à mon sens, de moins en moins bien gouverné en Europe aussi, et les problèmes s'accumulent. Donc, être projeté comme ça dans ce que peut devenir la vie après 50, 60 années de non-gouvernance ou même de contre-gouvernance, nous fait réaliser la chance qu'on a et la fragilité de ce qu'on a aussi. Parce qu'en fait... 50, 60 années de mauvaise gouvernance, ça va très vite. Et au début, les gens peuvent un peu laisser aller, se débrouiller, puis il y a un problème là, et puis un problème là, et puis d'un coup, il n'y a plus d'école, en fait. Nous, qu'est-ce que je veux dire nous avons un problème de riches. Les choses sont tellement bien faites, tellement performantes, tellement bien organisées, que les quelques problèmes qui apparaissent nous paraissent excessifs. Parce que nous sommes dans une dynamique totalement différente. Il faut que tout aille bien, il faut que tout avance. On a atteint un niveau de confort où le moindre truc qui est différent... provoque une angoisse. Donc, c'est ça la différence. Globalement, je n'aurais pas une lecture assez stricte de... Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Je pense que l'Europe, par exemple, fait n'importe quoi au point de vue du nombre européen. Par exemple, l'élargissement, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Pourquoi il y a cette compétition à avoir le plus... possible de pays qui intègrent, sur quels critères. Il y a des pays qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, qu'ils y sont, etc. D'ailleurs, c'est ça qui rend un peu compliqué aussi la gestion de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut plus penser l'avenir de l'Europe, mais penser comment gérer les gens avec qui, à l'intérieur de l'Europe, on n'est pas d'accord. Même en France, on a des problèmes de... Je veux dire... on a des problèmes, on a des médicaments de base qui viennent à manquer. Mais ça, c'est pas l'Europe. Non, mais je parle même pas de l'Europe, parlons même de la France, d'un pays qui est de moins en moins bien gouverné. On voit des petits problèmes qui s'accumulent. Et du coup, en lisant votre livre, d'un coup, on se rend compte que, alors, eux, évidemment, nous, on part de très haut, et donc on pourrait tomber, sans tomber jusque-là. En fait, c'est déjà assez pénible à vivre quand on se retrouve au niveau de l'Algérie. En fait, il faut mais pour prendre un pays qui, au niveau africain, s'en sort pas trop mal. On a de moins en moins de médocs, le prix de l'énergie augmente, les profs manquent, ils sont pas bien payés, l'insécurité augmente. L'incivilité et toutes ces choses-là ne vont pas aller en s'améliorant tant que le peuple et en réaction les gouvernants se ressaisissent. Et il y a la même logique il faut un message et ensuite il faut une cohésion nationale, un sens de responsabilité du peuple et des élites. Là, c'est très intéressant. Nous sommes totalement d'accord. Nous sommes alignés là-dessus. Il y a beaucoup de points sur lesquels je me suis surpris en train de faire les comparaisons entre la France et l'Afrique. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Si j'arrive à me dire ça me fait penser à l'Afrique,
pardon s'il y a des Africains, ça blesse, mais c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Le déclin occidental est réel et en France, ça l'est aussi. Au niveau de l'éducation, le taux de décrochage des élèves, des jeunes qui ne savent ni lire et écrire, des enfants même de bonne famille qui ne s'en sortent pas à l'école. Moi, c'est un phénomène que je ne connaissais pas, mais des enfants bien nés pour qui l'école n'a aucune importance, c'est assez troublant. On avait l'habitude de voir ça, des gens plutôt défavorisés, l'éducation nationale... En lambeaux, hein. Voilà, certains hôpitaux, bien que le service public médical fonctionne toujours bien, on est remboursé, on est bien soigné. Par contre, les temps... il y a des déserts médicaux, les files d'attente sont plus longues. On est très endettés, comme les pays africains. On est très endettés. Là, pour le coup, mieux quand même que les pays africains, parce qu'on a des capacités de remboursement. On a quand même une économie dynamique, on a une signature solide sur les marchés, etc. Mais effectivement, bon, je ne parle même pas de l'insécurité, de l'incivilité. Moi, c'est des choses que je supporte pas du tout, pour le coup. Et moi qui ai vécu à l'étranger, je vois vraiment la différence. Hein. C'est-à-dire que comment j'étais aux États-Unis, ou en Allemagne, ou en Irlande, et même en Tanzanie, le rapport avec la police, avec l'ordre n'est pas du tout le même. Ça, je remarque. Et à côté de ça, justement, quand on parlait tout à l'heure de message à la population et puis d'autoritarisme, je pense que dans certains cas, le problème aussi de la France est dû au laxisme. C'est-à-dire qu'on a... Et je trouve ça très bien, mais je trouve qu'on a mis... on a été trop loin dans les droits qu'on peut attribuer à des individus, quelle que soit la situation, sans pouvoir les remettre en cause à un moment donné, alors que la délinquance, le crime évolue, il va falloir les adapter, mais ça on ne le fait pas, et ceux qui les perpétuent, qui les commettent, profitent justement de ce contexte. Donc il y a quelque chose aussi à creuser de ce côté-là, que la police, que les professeurs soient mieux respectés ou plus respectés. Peut-être pas plus, mais qu'ils soient respectés comme ils le méritent, etc., me paraît essentiel. Et effectivement, pour certaines personnes, ce serait entrer dans une société de la dictature, etc. Mais il y a besoin d'autorité, c'est certain. Et donc, on voit que la gouvernance a les mêmes effets. Totalement. C'est la même logique. Seulement, nous, on est parti de pays le plus riche ou un des pays les plus riches et puissants du monde, avec une conscience nationale préexistante et très forte, puisque, bon, même si c'était pas tout à fait le cas, parce qu'on était quand même un pays composite de multiples identités régionales. Bien sûr. Mais le roi de France était le roi de France depuis des siècles et des siècles, donc ça a dû aider à que tout le monde se reconnaisse dans un projet collectif. Pour nos amis africains, il est... Je cherche la solution, je peux pas m'en empêcher, c'est mon état d'esprit. Quand j'ai un problème en face, je cherche tout à fait. le moyen de le résoudre. Et donc, on aurait... donc, il faudrait... Ah oui, du coup, voilà, j'ai retrouvé un autre moyen qui a germé dans mon esprit pendant que je vous écoutais. Si on dit qu'il faut un message qui sert de base, en fait, qui sert de boussole, de direction, ce message, on a dit qu'il pouvait être incarné et appliqué par une espèce de dictature éclairée ou par
une potentielle révolution, mais qui est difficile à imaginer comme il n'y a pas beaucoup de conscience nationale. En tout cas, il y en a une que dans les pays qui ont pas vraiment besoin de cette révolution. Est-ce que peut-être ça pourrait venir de classes moyennes, intellectuelles, d'entrepreneurs, de gens qui comprennent au niveau pratique et pragmatique l'intérêt de fonder un État, de gens qui ont voyagé, qui voient comment ça marche ailleurs et qui se disent mais en fait on peut faire la même chose. En fait des gens qui font la même chose que vous, qui comparent ce qui existe ailleurs, ce qu'ils ont eux et c'est quoi la différence ? La différence c'est qu'on n'a pas d'état de droit, du coup c'est le bordel. Ouais. Très bon point. Très bon point. Et la réponse est très claire. Des gens comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Combien de gens osent parler de l'Afrique comme je le fais ? Combien de gens osent remettre en cause le discours sur l'Afrique, le déni sur l'Afrique ? Combien ? Il y en a très peu. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, dans un monde normal, on peut espérer que la société civile, voyant le bateau dériver, se disent de quelle façon nous, on peut contribuer à changer la donne. Mais en réalité, en Afrique, les choses se passent complètement différemment parce que les élites, les nouvelles élites élues issues de la société civile, elles vont chercher, elles aussi, à maintenir leur statut, sinon à monter davantage. Et comment y parvenir sans adopter les codes, rentrer dans les réseaux de ceux qui sont déjà installés. C'est ce qui se passe depuis plusieurs années. C'est-à-dire que tous ces gens sont attirés par le système qui, finalement, les intègre. Que ce soit même le milieu intellectuel et artistique, des chanteurs qui se retrouvent à écrire même des chansons pour des dictateurs, etc. C'est tout le problème. Et l'autre point où j'ai un léger désaccord, c'est que malgré tout, quand on observe les pays qui ont changé, c'est rarement la société civile, quel que soit son talent, ses compétences, son envie, ses moyens, qui fait office de moteur. C'est toujours une personne, plutôt des gens, soit qui sont au pouvoir, soit qui veulent y accéder, mais qui sont déjà assez hauts pour pouvoir avoir un discours en face d'une audience assez conséquente, qui sont toujours à l'œuvre pour changer les choses. C'est ça, c'est l'un des mystères politiques qu'on n'a jamais pu expliquer, c'est-à-dire que comment les sociétés civiles qui ont des idées n'arrivent pas à changer le cours des choses. Mais c'est toujours, effectivement, on le voit en Asie, Lee Kuan Yew à Singapour, Mao, Deng Xiaoping, etc. Même De Gaulle chez nous. Même De Gaulle chez nous. C'est les dividendes du général De Gaulle. Exactement. Depuis 50-60 ans. Il y a toujours besoin d'une personne qui incarne le changement. Et dans ce sens, l'Afrique ne pourra pas faire le contraire de ce que les autres ont fait sur ce point. Donc, il faudra forcément que ce soit quelqu'un un jour, comme ça a été le cas au Botswana, parce qu'il y a aussi de bons exemples, comme c'était le cas au Rwanda, comme c'est aussi le cas au Maroc, que ce soit quelqu'un qui a du pouvoir, qui décide d'orienter les choses de façon à ce que tout aille mieux. Avec la société civile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on en est là. Et ce qui est terrible dans ce constat, c'est un côté terrible quand même. Bien sûr. C'est un côté parce que l'objectif de Penser c'est chouette est de contribuer à une politisation de la société civile, qu'on s'empare de ces enjeux. Mais c'est vrai que on en revient à l'élection présidentielle et à une figure, à l'attente de la figure. Et après l'élection, on se dit assez vite, bon, ce sera pas celui-là. Encore 50 plus de médiocrité, quoi. Oui, c'est ça. Mais surtout que les élections africaines,
les élections africaines, c'est très compliqué. Il y a très peu de gens qui votent. Le résultat n'est jamais fiable parce que dans la plupart des cas, il y a des fraudes massives. On achète la population quelques jours avant l'élection avec un billet de 1000 francs CFA, une canette de coca. C'est incroyable à dire comme ça, mais il y a des gens qui votent pour ça. Et qui basent leur vote parce qu'il y a un candidat qui leur a donné une bouteille et pas l'autre. Voilà. Mais pour tempérer ça, il y a quand même pas mal de pays dans le monde qui, en Corée du Sud, je sais pas si c'est vraiment une figure qui a tout changé. Là. Il y a quand même pas mal de pays dans le monde qui s'appuient sur leur société civile. En Corée du Sud aussi, le changement n'émane pas de la société civile. Déjà parce qu'il y avait un très fort taux d'analphabétisme. Non, c'est pareil, c'est des élites au pouvoir qui ont mené les changements nécessaires avec beaucoup d'autoritarisme aussi. Donc, ils ont lancé les grands chantiers dans l'éducation, l'industrialisation. Donc, ils ont nationalisé certaines entreprises et qui ont soutenu aussi beaucoup le privé pour créer des grands champions. C'est comme ça qu'on a eu des Samsung, des LG, etc. Non, il y a besoin déjà d'une personne qui comprend les enjeux. Ça, c'est essentiel. Après, le reste suit. Mais ça fait des ordres que les sociétés civiles, comme ça, tout d'un coup, décident, bien qu'elles soient inspirées, qu'elles aient des bonnes idées, qu'elles décident de changer les choses. Pour nous, ici, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a atteint un stade de maturité où il y a besoin de transformation. Parce que le système démocratique tel qu'on l'a actuellement devient désuet, inapproprié, inefficace, dévitalisé. Voilà. Donc, il faut créer de nouvelles passerelles pour faire passer d'autres énergies. Et là, pour le coup, ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir un concept où il y ait cette mutation du système démocratique. Et c'est un point que je partage, peut-être pas entièrement sur ce qu'ils proposent, mais avec certains partis qui sont parfois pas bien vus. Mais je trouve que l'idée est intéressante. Ouais, c'est vrai que pour le coup, la société civile, l'intervention de la société civile a peut-être plus de sens dans une démocratie qui sait plus où elle va, en fait, mais qui est déjà mature, où les populations sont déjà toutes éduquées. Et en fait, pour redonner où est-ce qu'on veut aller, en fait. Simplement que les élites sachent. Ouais. Parce que là, je pense qu'ils savent pas. Oui, ça c'est un concept assez compliqué, mais effectivement, un pays comme la France pourrait très bien, effectivement, opter pour un autre modèle, pourrait très bien penser un autre modèle, que ce soit ce que propose le RN, ou que ce soit ce que propose la LFI. Il y a des voies à explorer et il y a des propositions qu'on peut piquer de part et d'autre. Et voilà, c'est ça. Institutionnel, des changements. Et pour l'Afrique, je suis... assez triste, mais c'est le constat en tout cas que vous partagez dans le livre. Vous partagez pas mal d'espoir. L'industrie qui renaît au Bénin, l'industrie du Bénin. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est la crainte que j'ai souvent, c'est-à-dire que mon constat plutôt triste de la situation ne débouche uniquement que sur une lecture aussi triste. Parce que à côté de ça, il y a des expériences que j'ai moi-même vécues. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a pas mal de gens entreprenants. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Cependant, à l'échelle des défis de l'Afrique, à l'échelle des problèmes de l'Afrique, à l'échelle de sa taille, ça reste très, très insuffisant.
ce qui se passe. C'est-à-dire que on a encore... moi, j'ai discuté aujourd'hui avec quelqu'un, la boîte pour laquelle il travaille en France, c'est un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros par an, elle n'est même pas connue. Et à côté de ça, c'est des chiffres qu'on ne peut pas placer à côté de certains pays en Afrique, parce que c'est tellement, ça paraît tellement disproportionné. Donc, il y a ce retard qui est énorme, il y a des défis gigantesques. Ça va être le PIB de la France. 2200 milliards, quelque chose comme ça. Voilà, 2500 milliards. Ouais. C'est le PIB de 54 pays africains. Ouais. La France a une population de 67 millions d'habitants. L'Afrique en a 1,3 milliard. C'est complètement fou. Ouais. Donc, l'écart est tellement énorme qu'on n'a même pas conscience des défis derrière. Et le PIB n'est même pas un indicateur suffisant. Parce qu'il suffirait que certains pays africains vendent plus de matières premières, leur PIB progresserait. Ouais, mais ça n'explique rien. C'est-à-dire que, est-ce que les gens ont un logement, est-ce qu'ils ont accès à la santé, etc. Est-ce qu'ils ont des routes? Il y a tellement de choses, l'écart est énorme. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va effectivement regarder ces chiffres, on va avoir 1 ou 2 nouveaux bâtiments qui ont été construits toujours dans les capitales, etc. Et on va se contenter de ça pour dire que l'Afrique a changé. Je prends souvent l'exemple, par exemple, les quartiers nord à Marseille, où il règne énormément de pauvreté, d'insécurité, etc. Il n'est jamais venu à l'idée d'une personne de se dire que parce qu'il y a quelques dealers qui se sont achetés des berlines rutilantes allemandes, des bouteilles de parfum et quelques appartements, de dire que les quartiers nord se portent mieux, que l'économie marseillaise est en pleine croissance, etc. Ouais. Parce que on se base toujours sur des parcours individuels pour avoir un avis sur l'Afrique, alors que c'est pas du tout la réalité. On prend quelques morceaux ça et là pour tracer des trajectoires. C'est ce qu'il ne faut pas faire et c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on aborde, pour finir, les ingérences étrangères en Afrique ? La Chine, la Russie, qui viennent compliquer ce tableau. Empirer les choses. De façon... Et puis, tout aussi sans scrupule que les dirigeants africains eux-mêmes. Ouais. Et pour les peuples, c'est une spoliation de plus. Ouais, c'est une prolongation de l'histoire. Moi, je dis que l'histoire africaine ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire, avec les indépendances, elle a juste continué. Les acteurs ont changé de visage. Mais tout est pareil, sinon pire. Donc, après, moi, je ne blâme pas forcément ces pays. C'est-à-dire que je constate les conséquences de ces pays, la manière dont ils se comportent, les rapports qu'ils ont. Je les blâme pas. C'est-à-dire que moralement, chacun devra juger si c'est bien ou pas, mais des pays ont besoin d'influence, de ressources. Ils se disent, il y a une région où c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs pour avoir les deux. Ils y vont. Ils se posent la question de savoir comment s'y prendre. Ils se disent, avant, on faisait comme ça marchait. Ça a plutôt réussi à ceux qui ont fait ça. J'essaye de faire pareil. C'est ce qu'ils font. C'est une vision froide des choses, mais voilà, rationnelle. Et voilà, c'est ça. La Chine a besoin de ressources parce que son économie en a besoin. Ouais. Donc, effectivement, elle va sur un territoire où c'est plutôt accessible, où il y en a, où c'est pas cher. Et c'est pas cher aussi pour des mauvaises raisons, parce que la corruption fait baisser les prix. Bien sûr, le fait que les enfants ne sont pas déclarés, ça fait aussi baisser les prix. Parce qu'ils sont pas capables de se défendre. Voilà, etc. Donc, elle y va. Donc, elle contrôle pas mal de mines
Le domaine extractif en Afrique est majoritairement contrôlé par la Chine. Il y a les Émirats arabes unis. L'avantage de la Chine avec l'Afrique, contrairement à toutes les personnes qui sont intervenues en Afrique, et ça c'est quand même quelque chose que je tiens souvent à relever, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à la politique. C'est-à-dire elle ne veut pas savoir ce qui se passe, c'est pas son affaire, elle ne veut influencer personne. Ça, elle a un profil assez particulier en Afrique comparé aux autres. Elle n'envoie pas d'armes, elle finance pas de coup d'État, c'est pas son affaire. Pour elle, c'est le business. Voilà. Après, si c'est elle qui gagne plus, tant mieux, mais voilà, c'est ça. Après, derrière, il y a les Turcs aussi qui sont arrivés, qui opèrent aussi dans quelques mines, la construction. Également, et puis aussi cette influence idéologique, elle construit aussi, la Turquie finance aussi des mosquées, comme le modèle de l'Arabie saoudite, qui a permis à plus de 6000 mosquées en Afrique de naître, parce que derrière, c'est une espèce de soft power, on joue sur la fibre communautaire, etc. Les couleurs qui disparaissent des robes, c'est un petit détail anecdotique, mais c'est... Mais voilà, c'est un vrai problème. On va en parler beaucoup plus. Moi, je vois certains Africains qui n'osent pas en parler de façon publique, mais qui se disent il y a un truc qui va pas là-dessus. Il y a les Émirats arabes unis et dans certaines régions qui se comportent comme autant des colons, c'est-à-dire que ils achètent des espaces où on doit dégager les autochtones, voilà, etc. Oui, c'est une réalité. Il y a les Indiens qui sont aussi présents dans pas mal de secteurs, le commerce, la téléphonie mobile, l'hôtellerie et le trafic de l'or, du diamant. Dubaï est devenu le coffre-fort de l'or qui sort de l'Afrique. Pillé en Afrique. Il y a plusieurs études qui montrent que le stock déclaré dans ces pays est inférieur au stock qui est déclaré partant de l'Afrique vers cette destination. Ouais. Donc voilà. Et pour des raisons administratives aussi, il y a beaucoup d'entreprises africaines qui sont installées là-bas, et on constate aussi que la plupart d'elles sont dans le commerce et le trafic de matières premières. Il y a plus de 20 000 entreprises africaines, bon, parce que le cadre est beaucoup plus favorable. C'est une espèce de Suisse avec les secrets, etc. À Dubaï. Donc oui, voilà, c'est un sujet dérangeant, mais oui, l'Afrique, on ne peut pas dire que les Africains aient un contrôle même sur les petits changements qu'on observe là du tout. C'est-à-dire que si ça bouge un peu, c'est parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui contrôlent beaucoup de choses. Et puis, oui. Ouais. Comment est-ce que vous aimeriez conclure notre entretien, Serge-Eric ? C'est très compliqué de dire ça comme ça. Déjà, ce qu'il faudrait qu'on retienne, pas uniquement aujourd'hui, c'est que aimer l'Afrique, c'est parler l'Afrique telle qu'elle est. Et ceux qui parlent de l'Afrique comme elle est, ne la déteste pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'Afrique et aimer l'Afrique en même temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour qu'elle change, il faut en parler. On ne peut pas changer les choses si on ne fait même pas le bilan de ce qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'on va à l'école ou chez le médecin sans dire de quoi on souffre, où on a les lacunes. On ne peut pas changer, et les personnes en face ne sauront pas comment se comporter, parce qu'elles ne savent même pas de quoi on a besoin, etc. Il faut parler des problèmes de l'Afrique. Et en parler, déjà, pourra créer une conscience
auprès des gens en se disant effectivement oui, ça ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond qu'on ne devrait pas accepter. Moi, je parle des sujets qui sont très peu évoqués. Est-ce qu'il est normal qu'en 2025, dans le monde, qu'il y ait une région où il existe encore des crimes rituels, où on décide de tuer des enfants parce que à travers ces tradition, ça permet d'avoir la richesse plus tard, la santé, des sols fertiles, etc. Est-ce qu'il est acceptable que ce genre de choses puisse arriver? Non, pas du tout. Et il faut en parler. Et plus on en parle, plus ça va créer une conscience auprès des gens, plus ça va inspirer les gens pour pouvoir s'occuper de ce problème. C'est comme ça qu'on crée une conscience, en parlant des sujets, justement. Et ça rejoint aussi une des questions dont vous parliez. Est-ce qu'il est normal que parce qu'on est né albinos en Afrique, qu'on puisse être tué dans la rue parce que son bras sur le marché noir coûte $5 000? Parce que derrière, les gens, pour des croyances d'un autre âge, sont convaincus qu'à travers ça, ils seront en bonne santé, ils pourront être riches, ils auront du succès dans le travail, ils auront des belles femmes, etc. C'est des sujets qu'il faut aborder. Et c'est avec ce genre d'attitude qu'on crée une conscience collective. Parce que les gens se disent, en réalité, il y a ça qui existe, c'est pas acceptable, et il faut que ça cesse. C'est ça, en fait, la source de la conscience collective. C'est que les gens soient au fait de ce qui se passe et qu'ils soient dérangés au point de se dire il faut que ça cesse. Merci Serge Avec Meunier. Merci de m'avoir invité.